Nous sommes avec Guy Le Charpentier, qui est cofondateur de Ressentez-vous. Bonjour Guy. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter et puis présenter Ressentez-vous? Alors oui, moi je m'appelle Guy Le Charpentier. J'ai peut-être un prénom qui est anachronique, qui m'a poussé à travailler avec des personnes âgées peut-être. Donc oui, je suis à la base ingénieur en réadaptation. Et dans le cadre de mon cursus, je me suis lancé dans une aventure entrepreneuriale avec Nicolas Roumagne pour créer une entreprise solidaire d'utilité sociale qui s'appelle Ressentez-vous. Et Ressentez-vous, en quelques mots, c'est une équipe de professionnels de santé qui est spécialisée dans l'épanouissement et l'autonomie des personnes âgées. Et pour ça, on intervient dans des structures médico-sociales, donc des EHPAD, des SIAD, des SAD, pour accompagner à la fois les personnes âgées et les équipes dans cette démarche d'épanouissement et d'autonomie. D'accord. Quel service, plus concrètement, vous proposez aux EHPAD? Alors, nous, notre force, c'est notre équipe pluridisciplinaire. Alors, dans notre équipe, on a des ergothérapeutes, des psychomotriciens, des art-thérapeutes, des professionnels en activité physique adaptée, des psychologues. En gros, on a un panel de professionnels qu'on outille avec des approches non médicamenteuses, des formations, notamment la formation Montessori adaptée aux personnes âgées, mais également des outils innovants comme Lumine, comme Exosteam, Music Care, voilà, des outils qui nous permettent de faire face à des situations complexes et qui nous permettent surtout d'amener des activités épanouissantes qui permettent de prévenir des troubles du comportement, mais en gros, améliorer la qualité de vie des personnes âgées et de l'écosystème des personnes âgées dans les structures. Concrètement, nous, on intervient sur des missions qui vont être plus ou moins longues, puisqu'on rencontre les structures, on fait un diagnostic, on évalue leurs besoins, soit en matière d'activité pour les résidents, de rôle que peuvent avoir les résidents, soit on évalue aussi un besoin qui peut être sur la culture de la bientraitance ou une démarche éthique à mettre en place, notamment le développement des projets personnalisés pour les résidents, ou encore une démarche sur la prévention des TMS, des soignants en l'occurrence, avec un meilleur usage des aides techniques. Et là, on a aussi tout un pan d'amélioration de la qualité de vie au travail, ce qui fait que voilà, ce diagnostic nous donne une feuille de route qu'on valide avec la direction et qui donne lieu à des conventions qui peuvent être assez courtes, qui peuvent être de quelques semaines, quelques mois en fonction des objectifs, mais qui peuvent aussi durer plusieurs années et s'inscrire dans des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens des structures. D'accord. À vous écouter, c'est la formation du personnel plus des interventions auprès des résidents des EHPAD. Exactement, c'est cette double casquette qu'on a, puisqu'on est à la fois des professionnels de la réadaptation qui interviennent auprès de la personne âgée, avec ce savoir-faire-là, ce savoir-faire réel, ce savoir-faire métier initial, mais auquel on vient ajouter une dimension pédagogique pour former les personnes qui entourent la personne âgée. Alors, on dit les professionnels des EHPAD, mais il y a aussi les aides à domicile et parfois même les aidants familiaux dans certains cas. En quoi c'est important d'avoir une équipe aussi avec des disciplines aussi larges et aussi vastes? Ah, excellente question. J'attendais que vous me la posiez, celle-là. C'est qu'en fait, l'avancée en âge, la longévité, ça génère de la complexité. Il y a plein de choses qui s'additionnent. Il y a des troubles d'équilibre, mais il y a des troubles de mémoire, mais il y a aussi la perte d'un proche et une dimension psychologique. Il y a un éloignement familial, il y a une perte parfois du goût de la vie, mais il y a aussi une forme d'agisme où on perd cette présomption de compétence. Quand on voit une personne âgée, on a tout de suite envie de l'aider et pas de la laisser faire. Ce qui fait qu'il y a pas mal de choses qui s'empilent et des disciplines qui s'empilent, y compris des disciplines médicales. Ce qui fait que la gérontologie, on va dire le champ vaste de la gérontologie est complexe. Et la meilleure réponse à la complexité, pour nous, c'est d'agir en transdisciplinarité. Alors derrière ce grand mot, qu'est-ce qui se cache? C'est des gens qui ont des compétences différentes. Un psychologue n'a pas les mêmes compétences qu'un professionnel en activité physique adaptée, mais par contre, ils répondent tous deux à des enjeux qui semblent importants, majeurs, pour l'autonomie et la qualité de vie des personnes âgées. Et l'idée, c'est de mettre en commun, pas d'empiler et de mettre à côté, c'est de mettre en commun ces réflexions pour faire qu'un au sein de cette équipe. Ce qui fait qu'on a, à travers cette réflexion transdisciplinaire, une meilleure grille de lecture des situations complexes en EHPAD. Et c'est ce qu'on essaye
on va dire, si on va faire un mauvais jeu de mots par rapport à la situation actuelle, on essaye d'avoir cette viralité par rapport à cette logique un peu plus complexe, mais en apportant des outils et des solutions, et des pistes de solutions. En espérant que ce soit aussi viral pour votre solution plus tard, pour vos solutions plus tard. Moi, c'est peut-être parce que j'ai un prénom de vieux que je me suis pris dès l'âge de 21 ans et je me suis dit, qu'est-ce que je souhaiterais pour moi quand je serais vieux, et je me suis tout de suite identifié au public auquel je m'adressais, hein, c'est clair. Est-ce qu'il n'y a pas le risque d'arriver à des propositions de mission, d'intervention qui sont trop complexes? Alors, effectivement, il y a des situations, il y a des missions qui sont complexes, mais ce n'est pas nous qui rendons les missions complexes, c'est les situations qui sont complexes en EHPAD. Et comme ces situations sont complexes, on n'est pas trop aujourd'hui, on est 47, on n'est pas trop de 47 à réfléchir, puisqu'on a ça, je vais l'aborder quand même parce que c'est important. On a 47 professionnels, puisque notre activité a maintenant 13 ans, et ces 47 professionnels sont un réseau, on a un réseau social interne. Je vais le mentionner, il s'appelle Waller. C'est un réseau social français qui est absolument génial et qui nous permet en fait de créer des groupes de réflexion, des groupes de réflexion thématiques permanents. Et ça nous permet de partager nos difficultés, mais aussi nos réussites, nos succès, nos actualités, de faire de la veille permanente. Et ça, tout ça fait que notre démarche d'entraide nous amène à répondre plus aisément aux situations complexes que vous mentionnez. Donc effectivement, il y a des situations qui sont parfois très complexes, et on fait en sorte qu'elle ne le soit pas trop, et on essaie de réduire, on essaie au moins de tâcher d'y répondre. Non, oui, c'était ma question, c'est qu'en fait, avec autant de personnes et autant de disciplines, vous arrivez à proposer une solution qui reste quand même accessible et pas trop complexe. Alors ça, de toute manière, c'est aussi c'est vital, hein, parce que si on faisait des choses que personne ne comprenait, on ne pourrait pas les vendre. Et auquel cas, on est quand même réputé pour. Alors c'est marrant parce qu'on est réputé pour notre expertise et notre sympathie. On dit souvent qu'on est expert et sympa, c'est assez drôle. Alors ça, c'est quelque chose qui est parti de l'interne, mais c'est en sondant un peu nos clients, ils nous disent, ce qui est marrant, c'est que vous allez loin dans les sujets, mais vous le faites avec de l'humour et avec de la sympathie et une forme de proximité. Donc oui, on essaye de faire une offre simple et de faire en sorte que notre action soit comprise de tous, y compris et surtout d'ailleurs des personnes âgées avec qui on travaille. Est-ce qu'on peut prendre des exemples? Pourquoi un directeur d'EHPAD fait appel à vous et qu'est-ce qu'il note pour faire appel à vous? Quelle est sa problématique pour qu'il fasse appel à vous? Alors il peut y avoir plusieurs raisons. On a quatre thématiques fortes. La première, c'est la culture de la bientraitance et la mise en place d'une réflexion éthique dans la structure. Admettons, une structure nous dit je peine à mettre en place mes projets personnalisés pour les résidents. J'aimerais le mettre en place, mais on n'y arrive pas. On n'arrive pas à s'y tenir. On a essayé des choses, ça ne prend pas. Donc là, nous, on arrive et on fait une analyse de l'existant. Et après, on leur formule une proposition. On leur dit, nous, si vous voulez, on peut intervenir cette année, chaque semaine, auprès à la fois des résidents et des équipes, pour essayer de vous accompagner aussi bien dans la conception méthodologique des projets personnalisés, mais dans l'animation et dans la manière dont on va amener ça. Je prends un exemple tout simple. On est dans une unité protégée avec des personnes qui ont des troubles du comportement. Et puis là, Unidec nous dit là, moi, je ne sais pas quoi proposer, puisqu'ils ne sont pas capables de répondre aux questions, de verbaliser ce qu'ils veulent vraiment. Du coup, on fait des hypothèses, mais on a du mal à s'y tenir. Donc là, clairement, nous, on vient en immersion. Donc, toute notre équipe est formée à l'approche Montessori adaptée aux personnes âgées, ce qui fait qu'on fait une analyse de capacité préservée. Et de cette analyse de capacité préservée, on part sur des pistes d'action, d'activités proposées à ce résident, qui s'appuient sur des potentialités et pas des incapacités. Admettons un monsieur qui a certes des troubles de langage, mais qui va se promener dans l'unité. On va chercher à voir ses capacités manuelles et voir s'il peut donner un coup de main donner un coup de main, par exemple, à l'agent d'entretien, pour réparer certaines choses. Et si on voit une capacité là-dessus, on va creuser et on va aller un petit peu plus loin. Je prends cet exemple-là et après, on évalue si ça a un impact sur son comportement. Et après, on essaye d'embarquer l'équipe. Et comme nous, on n'a pas vocation à intervenir 35 heures dans chacune des structures, on transmet ces outils aux équipes pour qu'elles viennent solliciter pour les activités manuelles ce monsieur en priorité.
idem si on identifie une appétence particulière à la musique. Et voilà, ça, je parle de l'unité protégée. J'ai une autre situation qui va vous plaire, je pense. Admettons, on a une résidente, admettons, voilà, une résidente qui présente bien, qui s'exprime bien et qui est dans l'EHPAD depuis 6 mois ou un an. Elle est investie au conseil de vie sociale. Et bien là, typiquement, c'est quelqu'un à qui on peut donner un rôle social intéressant. Donc là, je ne sais pas si vous connaissez Séverine Labou aussi, qui s'inscrit dans cette démarche-là. C'est une directrice de centre hospitalier où elle a entre autres un EHPAD. C'est impliquer le résident comme un membre actif du recrutement du personnel. Ouf, c'est pas mal ça. Alors du coup, on a bien sûr la dimension RH qui est faite par les professionnels, mais on a un résident qui va poser cette question à l'aide-soignant qui postule: pourquoi vous voulez travailler avec des personnes âgées? Et là, elle va avoir cette forme d'authenticité. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est l'empowerment qu'on met derrière et se dire que la prise en considération du rôle de cette personne, et en même temps, qui mieux qu'une personne âgée peut juger de la qualité, des qualités humaines de l'aide-soignant dans le quotidien en EHPAD. Donc, c'est un autre exemple, c'est comment on accompagne ce processus-là. Et ça, du coup, cette anecdote est jolie, mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on amène concrètement comment on gère ça. J'ai un autre élément que je voudrais aborder sur ça, qui ressemble un petit peu à ça, c'est quand on arrive, l'arrivée en EHPAD, c'est rarement de gaieté de cœur. On ne va pas dans un EHPAD comme on irait un week-end à Center Parcs. Ce qui fait que l'arrivée est souvent un petit peu difficile pour le nouveau résident ou le nouvel habitant. L'idée, c'est de mettre en place des comités d'accueil constitués de résidents qui sont là depuis un certain temps. Et ce comité d'accueil, on va l'accompagner pour qu'il soit outillé et pour qu'il soit à l'aise pour accueillir des nouveaux résidents. Et admettons, voilà, on a Madame Michu qui vient d'arriver dans l'EHPAD, et bien il y a Madame Durand et Monsieur Dupont qui sont là depuis un certain temps, qui sont, parmi leurs capacités préservées, on a identifié qu'ils étaient assez à l'aise socialement, ils mettaient les gens à l'aise et ils allaient assez facilement vers l'autre. Donc, dans le cadre d'activités, ils vont préparer des panières d'accueil, un petit mot, et ils vont toquer à la porte de ce nouveau résident pour se présenter à eux en disant: mais voilà, moi je suis Monsieur Dupont, je suis au 2e, moi je suis Madame Durand, je suis au rez-de-chaussée, je suis là depuis un certain temps, voilà comment ça se passe. Et il y a cette forme d'accueil et cette humanisation de l'arrivée et ce rapport de bon voisinage qu'on va essayer d'établir pour faire en sorte que l'EHPAD devienne davantage parce que l'EHPAD, c'est vraiment un lieu de vie. C'est plus un lieu de vie qu'un lieu, c'est aussi un lieu de soins, mais c'est quand même avant tout un lieu de vie. Et à la différence de l'hôpital, ce qui fait que cette dimension de vie, elle est à cultiver, et elle est à cultiver à partir on va dire, des capacités qu'on identifie cette potentialité qu'on identifie chez chaque individu. Hyper bien en fait, le fait d'impliquer en fait les résidents dans des actions jusqu'au recrutement, ça c'est fou ça. Cette approche-là, si on prend du recul à l'échelle de l'ensemble des EHPAD, est-ce que c'est quelque chose qui est nouveau, qui est déjà très établi, qui est déjà très avancé, ou est-ce que c'est le démarrage, où on en est où sur 1000 EHPAD, peut-être sur 8500 EHPAD, on en est où dans votre approche? Alors, ce que je vous disais, c'est nous, on s'inspire de pas mal d'approches. On n'a pas envie de dire, nous, on a créé, qu'on n'a rien inventé. En revanche, ce qu'on fait, c'est on met en commun des choses existantes et on fait en sorte que nos professionnels aient une caisse à outils très large. Mais juste avant ça, en fait, est-ce que c'est courant de voir dans les EHPAD des résidents qui participent autant au recrutement, par exemple? Alors non, c'est pas courant, mais ça va le devenir, et j'ai espoir que ça le devienne de plus en plus courant, et qu'on se dise un jour, mais comment ça, les personnes âgées n'étaient pas sollicitées avant sur le recrutement? Donc, je pense non, il y a un courant. Alors, c'était pas du tout le cas. Et je vous évoquais tout à l'heure Séverine Labou, qui, elle, a fait la promotion de cette démarche-là. Moi, ça fait quand même quelques années maintenant, avec le collectif de formateurs Montessori, qu'on pousse ça. Mais du coup, ça arrive de plus en plus, mais on est très, très loin d'être sur une majorité de personnes qui utilisent ça. Nous, après, pour vous donner un ordre d'idée, on intervient en 37 000 heures par an en EHPAD. Et on intervient dans 332 structures médico-sociales, donc EHPAD et SIAD, ce qui fait que ce message, on le diffuse dans les structures dans lesquelles on intervient, mais comme vous l'évoquiez tout à l'heure, on couvre pas toutes les structures, mais par contre cette idée,
j'espère qu'elle va être plus virale que le Covid-19, ça c'est sûr. Ça serait une bonne chose. D'accord. La question que moi je me pose, c'est si je suis dirigeant d'un EHPAD, quel est le bénéfice, bon, de faire appel à vous, j'ai compris, mais à la base même, à la base de mettre en place tous ces protocoles, tous ces systèmes. Est-ce que ça ne va pas au contraire complexifier ma tâche de directeur d'EHPAD? Alors, je ne pense pas. Je pense pas, j'en suis même convaincu que non. Il y a 3 bénéfices à ça. Le premier, il est évidemment pour les personnes âgées, les résidents, donc leurs clients. Donc, ce premier bénéfice, il est évident. Plus d'activité, une meilleure qualité de vie, plus d'autonomie. Donc, ça paraît évident et je ne vais pas m'éterniser dessus, j'en ai parlé tout à l'heure. Le second, il est vis-à-vis des familles. Une famille qui voit qu'il y a une démarche systémique, originale, humaine et centrée sur un projet de vie, c'est plutôt séduisant. Et s'ils ne sont pas là-dessus, ils s'aperçoivent assez vite des bénéfices que ça peut avoir auprès de leurs proches. Donc pour les familles, il y a quand même une dimension aussi, il y a un réel intérêt. Le troisième, c'est par rapport aux professionnels. Un professionnel de santé, alors récemment, on faisait une web TV avec Florence Bro, qui est une aide-soignante qui dit les choses extrêmement bien, extrêmement clairement, et qui est une excellente ambassadrice des aides-soignantes et des ASG. Elle nous disait, ben, en fait, moi, mon métier, c'est pas de faire des activités, moi, je suis aide-soignante. Moi, mon rôle, c'est le soin. Ça n'empêche que ça a du sens et quand elle s'intègre dans une équipe qui porte un projet humain, eh bien, elle peut être que fière de sa structure et c'est un levier d'attractivité des métiers du grand âge. Et là-dessus, même si les conditions de travail sont pas, c'est pas l'Eldorado aujourd'hui, ça n'empêche que les aides-soignants ont vraiment on va dire un amour pour leur métier. Quand moi, ça fait 13 ans que je travaille avec des aides-soignantes, des aides-soignants, et je vois, ils ont un amour pour leur métier qui est assez fort en disant, ils trouvent que leur travail a du sens. Alors des fois, ils ont l'impression de manquer de temps, ils ont parfois des injonctions contradictoires qui les épuisent. Par contre, il y a un truc dont ils ne doutent jamais, c'est du sens humain de leur travail. Moi, chaque fois que je suis avec une aide-soignante ou un aide-soignant, que je lui pose cette question, pourquoi tu travailles avec des personnes âgées, ils sont tous capables de me dire pourquoi et ce qu'ils aiment. Par contre, ils sont aussi capables de me dire, je manque de temps, j'aimerais avoir plus de temps. Ça, c'est on va dire la constante. En revanche, il n'y en a aucun qui me dit, moi, je fais ça pour bouffer. J'en ai jamais croisé. Alors, il y en a peut-être quelques-uns, mais ils sont minoritaires. La plupart, ils aiment leur métier. Ils sont souvent frustrés de ne pas pouvoir le faire comme ils aimeraient le faire, c'est-à-dire avec plus d'humanité, plus de temps. Mais en attendant, ils aiment vraiment ça. Donc, en fait, le troisième bénéfice, il est pour les soignants. Quand on les inscrit dans un projet personnalisé qui fonctionne, et ben, du coup, c'est une forme. Et quand ils sont acteurs de ça, parce que les projets personnalisés, les soignants sont acteurs. Ils collectent des informations, ils proposent des activités, ils créent le lien. C'est le trait d'union. Et on le voit, ça renforce, ça aligne, en fait, voilà, ça aligne leurs attentes avec leur boulot. Et c'est ça qui est bon et qui limite le turnover, du coup. Donc voilà les 3 bénéfices que j'observerai. Est-ce que vous arrivez à raccrocher l'ensemble de ces actions mises en place avec un personnel moins stressé et carrément aller jusqu'à moins d'absentéisme du personnel? Oui, alors ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille, puisqu'on a des missions de consulting sur la qualité de vie au travail. Et alors, du coup, dans ces missions-là, on fait des évaluations d'impact sur telle ou telle mission. Et alors, on a expérimenté plusieurs choses. On a expérimenté des choses qui étaient focusées sur le soignant. Par exemple, les échauffements, les étirements et la relaxation, la préparation physique et mentale du soignant par rapport à son activité, en mettant en place des échauffements, du tai chi, tout ça. Et on évaluait l'impact que ça pouvait avoir. Et puis, on a fait aussi des programmes qui étaient plus hybrides, qui amenaient des activités partagées pour le bénéfice des uns et des autres. Alors ça, je suis en train de mener ce programme-là en collaboration notamment avec Music Care et Bercitude sur l'usage on va dire, d'outils apaisants pour les soignants et pour les résidents, mais le même outil.
le même outil. Ce même outil, c'est de l'écoute musicale et un bercement sur un fauteuil, un rocking chair adapté. Et ça, en gros, je vais tirer là, je vais finir les études en début de 2021 et j'ai hâte d'analyser l'impact. En tout cas, sur la première situation, le fait de s'échauffer, de s'étirer avait un impact sur la diminution des arrêts de travail et des accidents du travail. Là, on avait fait une étude assez importante sur le département des Deux-Sèvres. Et il y a une structure, là, un EHPAD de la Fondation Partage et Vie qui a suivi ce programme pendant plus de 3 ans. Et ils étaient autonomes dans les échauffements. Et du coup, on a analysé, on a comparé avec les années précédentes. Et il y avait une diminution importante des arrêts de travail. Alors, c'est toujours délicat de savoir qui est l'œuf, qui est la poule là-dedans. Mais en tout cas, cet indicateur-là montrait une baisse significative des arrêts de travail. D'accord. Il y a une objection, si je me mets à la place du directeur d'un EHPAD qui pourrait arriver, c'est sur 100 résidents ou 150 résidents, combien de résidents, quel pourcentage de résidents qui est capable de participer à ce genre d'activité, si j'en reviens des activités comme aider au recrutement du personnel. Est-ce qu'il n'y a pas une grande majorité qui n'en est plus capable, malheureusement? Alors moi, tout à l'heure, j'ai pris des exemples, mais nos activités touchent tout le monde. Elles touchent tout le monde et on fonctionne par priorité sur des situations complexes. Nous, ce qu'on fait, c'est quand les situations, par exemple, on prend mettre en place un comité de résidents, c'est pas long. On processe et après on transmet ça soit à l'animatrice, soit à des ASG ou à des personnes qui vont être compétentes dans la structure pour le faire. Donc, quand on sent qu'on n'est plus indispensable, on transmet les outils. En revanche, il y a des situations plus complexes comme des accompagnements de fin de vie, comme des maladies neuroévolutives qui sont parfois lourdes, et auquel cas, là, on se focus sur ces personnes-là et on leur propose des activités en essayant d'identifier ces capacités préservées. Tant qu'on est en vie, on a des capacités préservées, ne serait-ce qu'une capacité à écouter de la musique et à prendre plaisir à écouter une certaine forme de musique. Là, pour le coup, on a travaillé sur un projet qui s'appelait la modulation sensorielle. L'idée, c'était d'identifier auprès de personnes qui n'exprimaient pas forcément leurs besoins, identifier ce qui allait les apaiser, leur faire du bien, leur plaire. Et là, on fonctionnait par différents stimulus qu'on apportait et on voyait quelles étaient les réactions. Et en fonction de ça, on pouvait déterminer ce qui apaisait, ce qui faisait du bien à certains résidents. Je prends un exemple. Ce que j'aime bien dire souvent, c'est la musique, ça va de Kenji Girac à Mozart, en passant par Brassens. Donc, il y a un monde entre ces 3 artistes-là, ce qui fait que pour savoir si la personne elle aime bien écouter du jazz ou de la musique classique, du coup, l'idée, c'est de faire écouter différents types de musique et de voir les réactions. Et en fonction de ça, comment on peut inscrire ces observations dans quelque chose de plus durable. Et potentiellement, d'utiliser ces outils pour apaiser une toilette opposante, pour apaiser des moments ou faire plaisir tout simplement à la personne sur des temps où elle s'ennuie ou où elle a l'air de souffrir. Pour finir, si je suis un directeur, en fait, quelles sont les différentes étapes dans lesquelles vous allez faire passer depuis le premier contact qu'on a ensemble jusqu'à la mise en application? Parce que j'imagine que vous allez me rencontrer sur peut-être un besoin, puis vous allez découvrir d'autres problématiques ou d'autres points à améliorer. Comment ça va se passer? Est-ce qu'il y a une... Très bien. Une bonne question. Un directeur d'EHPAD, admettons, il nous appelle, il dit j'entends, j'ai un de mes collègues, alors c'est souvent comme ça que ça se passe, j'ai un de mes collègues qui m'a encouragé à travailler avec vous. Moi, j'ai un gros problème dans ma structure. J'ai beaucoup de résidents qui ont des troubles de comportement, ça épuise l'équipe dans l'unité protégée. On n'arrive pas à mettre en place des activités, ça ne prend pas, les résidents n'ont pas envie de les faire. Voilà. Donc, la problématique que mentionne le directeur, c'est il y a des troubles de comportement dans l'unité protégée, faites quelque chose. Nous, ce qu'on entend par là, c'est que cette problématique, il faut qu'on aille la clarifier. Donc, la première étape, c'est leur dire, nous, il faut qu'on puisse évaluer. Donc, amenez-nous dans l'unité protégée, laissez-nous échanger avec les parties prenantes et laissez-nous vivre un peu au milieu de cette unité protégée pour qu'on puisse évaluer où est le problème. Et ce problème, il peut venir d'un environnement qui n'est pas adapté,
qui n'est pas stimulant, donc il n'y a peut-être aucune activité, et puis quelque chose d'assez anxiogène lié à la luminosité, à l'ambiance générale, à des passages. Ça peut venir de là. Ça peut venir aussi de certains résidents qui sont particulièrement stressés et qui vont stresser les autres. Donc du coup, voilà, on a aussi identifié un peu les différentes pistes qui expliqueraient ces comportements troublants. Et suite à ça, on leur dit, voilà, bon, on a fait cette analyse-là. Je pense qu'on pourrait partir sur un programme, admettons, de modulation sensorielle qui nous semble adapté dans votre unité. Et on peut partir sur un programme de modulation sensorielle de 6 mois. On fait une convention pendant 6 mois. Notre professionnel vient 2 demi-journées par semaine, où il va intervenir dans un premier temps auprès des résidents. Ensuite, après avoir mieux connu les résidents, enfin avoir identifié un peu mieux les problématiques, transmettre des activités pour les professionnels et en fait, à terme, leur donner des éléments pour qu'ils puissent être autonomes dans cette gestion, cette meilleure lecture des troubles de comportement. D'accord. Alors, avant-dernière question, comme la situation est tout le temps mouvante, entre guillemets, il y a des personnes qui décèdent et puis des nouveaux arrivants dans l'EHPAD, si je peux vous provoquer un peu, c'est sans fin en fait, il faut toujours réajuster. Oui, c'est sans fin parce que chaque personne est différente. Par contre, on a quand même, pour travailler dans des EHPAD dans toute la France, hein, on voit qu'il y a quand même de grosses similitudes sur les situations. Les clés vont être différentes parce que forcément, il y en a un, pour l'apaiser, on va devoir lui parler espagnol et puis il y en a un autre, on va lui parler avec un patois, je ne sais pas, du Berry, je ne sais pas. Mais en tout cas, qu'on aille dans un EHPAD, et même ça m'arrive d'aller en Belgique, de travailler en Belgique, je vois, en fait, quand je vais dans une unité protégée en Belgique, j'observe des comportements similaires à ceux que j'observe à Bordeaux, à Poitiers ou à La Rochelle. Après, c'est sur les clés de soins, en faisant référence à la culture de la personne, que les clés de soins vont varier, vont changer. D'où l'intérêt d'avoir quelqu'un qui a quand même qui peut être en phase avec la culture de la personne et les références. Mais là, pour répondre à ça, l'idée, c'est d'amener cette grille de lecture auprès des équipes. Et cette grille de lecture, si il se trouve que cet aide-soignant formé à Bordeaux déménage à Besançon, il sera outillé et il verra qu'à Besançon, il aura des résidents qui auront à peu près les mêmes situations, les mêmes comportements. D'accord. Quelque part, il y aura une sorte vous allez créer une sorte d'autonomie avec le personnel que vous aurez formé. Exactement. Nous, on est sur l'autonomie des uns et des autres, hein, et la qualité de vie des uns et des autres. Et ce que je vous disais tout à l'heure, Music Care, ça va sur les oreilles des soignants et des résidents. Et en gros, c'est très montessorien comme démarche. C'est une démarche d'égalité. Il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. D'accord. Un mot de conclusion. Eh bien, mon mot de conclusion, c'est que je vous remercie pour cette tribune. Et je suis ravi d'avoir partagé un peu de mon quotidien sur cette petite interview et je vous félicite pour votre travail. Merci beaucoup, merci de même. Merci Guy Lecharpentier, je rappelle que vous êtes cofondateur de Ressentez-vous. Merci beaucoup. Avec Nicolas Roumagne. Avec Nicolas Roumagne. On salue aussi le cofondateur. Merci. Merci.